Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 18 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits, votre météo à venir, avec un week-end placé dans la foulée des Jeux Olympiques, sous le signe du sport en principauté. Basket 3-3, rugby à 7, football à 11. Premier match et première victoire d'ailleurs de la saison pour Monaco à la maison face à Saint-Etienne, 1-0, but somptueux de Minamino. Résumé, réaction des joueurs, des supporters dans quelques instants. Un succès qui rassure au début d'une saison de bien des interrogations, tant sur le niveau sportif du championnat de France de football que sur le côté économique du ballon rond. Alors qu'avec l'arrivée d'un nouveau diffuseur, ça grince chez les particuliers comme dans les clubs. L'ancien directeur général du groupe L'Équipe, dirigeant du PSG, de Reims, de Rennes ou encore aujourd'hui de Lille, Christophe Chenu, en communicant éclairé, nous livrera son diagnostic. À découvrir également dans votre journal, une journée avec les équipes des Ports de Monaco et une soirée au clair de lune réservée hier soir aux tout jeunes passionnés de contes et d'étoiles. Mais tout d'abord, comment ne pas revenir sur la disparition d'un des derniers monstres sacrés du cinéma ? Alain Delon s'est éteint cette nuit dans son célèbre domaine de Douchy à l'âge de 88 ans. Monsieur Klein, le samouraï, Borsalino, Rocco, le guépard s'en est allé. Avec nous ce soir, notre spécialiste du 7e art sur Monaco Info, le directeur de l'Institut audiovisuel monégasque, Vincent Vatrican. Bonsoir. Bonsoir, Christophe Paco. Alain Delon, star incontesté, personnage controversé, en gros, c'est tout l'art du cinéma ? Ah oui, bien vu. Grand acteur, mythe, ouais, mythe. Légende peut-être. Légende peut-être aussi, dernier monstre sacré, je le disais, il y a quelques instants. Ah oui, dernier monstre sacré qui disparaît. C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde est très ému ce dimanche en se réveillant et en apprenant sa disparition. Grand parmi les plus grands comme Belmondo. Derrière lui, qu'est-ce qui reste finalement ? Peut-être Depardieu et plutôt un personnage féminin qui pourrait être à cette hauteur ? Oui, Brigitte Bardot, même si elle ne tourne plus au cinéma depuis très longtemps. Elle surfe sur cette image de mythe féminin des années 60, bien sûr. Plein soleil, dans les premiers films, la piscine, tout à l'heure je parlais de Rocco, évidemment de Borsalino, de Monsieur Klein. C'est difficile de sortir un film, il y a sa rencontre avec Romy Schneider au tout début, peut-être avec Christine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous ? Vous citiez Plein soleil, je pense que Plein soleil, qu'il tourne en 1960 sous la direction de René Clément, est sans doute le film fondateur, même avant Rocco, puisqu'on se rappelle que dans ce film, il prend les traits du personnage qu'il a assassiné, Maurice Ronet, et on voit, bien qu'acteur, n'ayant pas fait le conservatoire, n'ayant pas suivi de cours de théâtre, de comédie, comment cet acteur a un instinct animal, arrive à prendre les traits d'autres personnages, de les habiter, de se métamorphoser. Et cette dimension instinctive est vraiment ce qui caractérise le jeu d'Alain Delon. Vous parlez d'instinct animal, Le Guépard, c'est un de ses plus grands films. Il y a également cette dualité, ces rapports assez étranges, finalement, avec Jean-Paul Belmondo, autre monstre sacré qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est une autre époque aussi, les années 70, Borsalino, les deux plus grandes stars du cinéma français masculine. C'est aussi deux stars du box-office qui s'affrontent. Je dirais l'acteur versus le comédien. Belmondo, plutôt comédien, il aime jouer, il est très extériorisé dans sa façon d'incarner les personnages, alors que Delon, c'est plutôt l'acteur, c'est quelqu'un qui vit ses personnages, qui est plutôt intériorisé, et effectivement, dans ce film-là, ça fait des étincelles. Un seul César dans sa carrière, un festival de Cannes pourtant qui lui a rendu hommage il n'y a pas si longtemps, juste avant son AVC. C'est peu finalement pour un grand acteur comme lui. C'est vrai que c'était un acteur qui a suscité le
le débat, sans doute parce que il jouait de cette dimension, de cette starification. Il y avait lui et les autres. Il aimait bien. À la Delon, tout le monde se souvient évidemment des caricatures des Guignols, des Guignols de l'info. Donc il était conscient de ça, mais en même temps, il savait en jouer. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier, un acteur qui a su... peut-être un peu trop tard, se remettre en question, jouer dans des films qui remettaient un peu sur la sellette toute sa carrière. Notre histoire de Bertrand Blier est un film tout à fait novateur. On ne l'attendait pas, rappelons-nous-en quand même. Delon sous la baguette de Jean-Luc Godard. Delon qui a raté la nouvelle vague. Eh bien, Godard lui offre un film au début des années 90 qui s'appelle Nouvelle Vague et où Delon, en quelque sorte, joue son propre rôle. C'est une des plus belles compositions au cinéma de Delon. Est-ce que les vagues l'ont amené vers la Méditerranée, plus particulièrement chez nous, ici à Monaco? Est-ce qu'on a des souvenirs au-delà d'un festival télévision, au-delà d'une présentation à Paris? Si, absolument, Christophe, puisque sous la baguette de René Clément, il a tourné Après les félins, Quelle joie de vivre, et un polar qui s'appelait Les félins, avec Jane Fonda et Lola Albright, et le tout début du film est tourné à Monaco et précisément à l'hôtel de Paris. Donc en effet, il existe quelques moments de cinéma Alain Delon à Monaco, absolument. Merci Vincent Vatrican, vous nous rappelez cette phrase avec Bernard Pivot sur ce qu'il voulait après sa mort, qu'on dise de lui ou autre. Et lui, tout ce qu'il avait envie, c'est de retrouver ses parents unis tout là-haut. Merci Vincent Vatrican, plaisir de vous retrouver. Merci Christophe. Très vite, bien sûr, sur Monaco Info. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Les sports maintenant, reprise gagnante pour nos footballeurs monégasques à domicile avec un succès 1-0 face aux promus Saint-Étienne les Verts qui ont entretenu le suspense jusqu'au bout du temps additionnel. Gaëtan Lebrun au stade Louis II hier soir avec Arnaud Imbert. L'AS Monaco FC ne pouvait pas mieux commencer la saison 2024-2025 après les victoires du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. L'AS Monaco se devait de répondre et c'est ce qu'ont fait les hommes d'Adi Hutter en s'imposant 1-0 face au promu l'AS Saint-Étienne sur un but de Takumi Minamino dans un match à la fois maîtrisé et frustrant pour les joueurs. On l'a fait en tant que groupe, on a profité, je trouve que quand même pendant 50 minutes on a quand même dominé cette équipe et on sait que contre des blocs bas comme ça il faut toujours faire attention aussi aux contre-attaques et je trouve qu'on les a bien contrôlés, mais comme je dis c'est une équipe aussi qui a des qualités, qui nous a quand même montré 2-3 trucs qu'on doit analyser, mais toute honnêteté, on a fait un bon match. Je suis content de la performance de l'équipe et de la mienne. Et comme j'ai dit, le petit truc qui nous manque un peu offensivement, c'est les 2-3 buts en plus. Une rencontre qui a aussi marqué les débuts de la nouvelle recrue nigériane de 18 ans, Georges Ilenikena, qui à l'instar de Bril Mbolo, son compatriote à la pointe de l'attaque, a été satisfait de la performance de son équipe. Bien sûr, c'était un match avec beaucoup de buts refusés. C'est le foot, c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des buts qui sont refusés et on a fait avec et au bout on a gagné. Donc on est très contents. Les supporters, eux aussi, étaient au rendez-vous. Plus de 14 000 d'entre eux étaient présents hier soir au stade Louis II. Ils ont pris part à la fête et se sont montrés enthousiastes pour la suite de la saison. C'est bien de commencer par une victoire. 3 points, c'est toujours très important de commencer le championnat par une victoire. Ça donne de la confiance au groupe. Je pense que la victoire à Barcelone, ça a beaucoup donné confiance au groupe. Donc ils sont partis pour bien enchaîner. On va avoir une très bonne réponse à Lyon la semaine prochaine, voir de quoi on est capable cette saison. L'AS Monaco FC qui se déplacera à Lyon samedi prochain à 17h. Le retour de l'incontournable feuilleton de la Ligue 1, bien sûr, sur fond de tension, d'interrogation, après notamment des mois de discussions concernant les droits télé revus à la baisse. Le départ aussi des grands joueurs, à l'image de Kylian Mbappé, son meilleur représentant. Alors pour faire l'état des lieux de notre championnat en pleine reprise, l'ancien directeur général du groupe L'Équipe, administrateur du PSG, de Reims, de Rennes ou de Lille à l'heure actuelle, est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe Chenu. Bonsoir Christophe Paco. C'est bien parti quand même pour les clubs que l'on soutient, comme vous, aujourd'hui administrateur à Lille notamment, qui avait connu le Paris Saint-Germain. C'est bien parti pour Lille hier soir et pour Monaco aussi. Ça nous va bien. Ça veut dire qu'il y aura la lutte pour le podium cette année, voire pour la première place, qui sait?
Ce que je constate surtout, et c'est assez rare, c'est que dès le premier match, les gros, entre guillemets, sont là. Paris était là, Monaco est là, Marseille est là, et Lille, que je considère comme, non pas un gros, mais en tout cas un challenger, fait un bon début de saison. Alors en plus, avec notre match de qualification pour les Bien barrages sûr. de Ligue des Champions. Donc c'est un début de saison qui est quand même difficile et qui se passe plutôt pas mal, malgré l'énorme frayeur que l'on a eue Hier pour soir. Angel Gomez à la 10e minute hier après-midi. Christophe Chenu, ce bon niveau des prétendants au titre, même Marseille est là, déjà presque dans la course. On a l'impression que c'est parti sur un bon rythme. C'est plutôt rassurant sur un championnat qui nous pose question quand même cette saison. Oui, bien sûr, il y a plein de questions qui se posent. Alors après moi, ce que je pense, c'est que peut-être cette saison, il y aura un peu plus de suspense. Et je pense que le suspense fait partie des centres d'intérêt majeurs d'un championnat comme le nôtre. C'est vrai que les années précédentes, les gros, notamment Lyon ou Marseille, ont pas répondu présent, n'ont pas participé à ce combat avec le Paris Saint-Germain. Ça faisait l'affaire de Brest, ça fait Oui. l'affaire de Lille, ça fait l'affaire d'autres clubs, bien sûr. Mais c'est vrai que si on veut avoir un championnat intéressant, il faut que les 4-5 prétendants soit là dès le début et un peu à la bagarre. Ouais, un Big Five comme à l'anglaise, qui est le championnat rêvé, bien sûr, notamment au niveau des droits télé qui sont retombés très très bas pour vous, dirigeants de club, vous qui avez connu notamment le PSG, Reims, bien sûr, ou Rennes encore aujourd'hui, cette équipe de Lille. C'est divisé par deux, quoi, les revenus pour l'année prochaine, pour budgéter quelque chose et de retrouver des stars ici et là. Oui, alors après, moi je ne sais pas si ce sont les stars qui font l'intérêt d'un championnat. Bien sûr, on a envie d'avoir du spectacle, du grand football. Je pense que l'intérêt d'un championnat, il est surtout lié, donc, comme je l'évoquais, à un suspense pour le titre, les places européennes, ne pas descendre. Et je pense que les supporters, les fans, ils suivent surtout leur club. Ça existera toujours. D'ailleurs, moi je suis convaincu, parce qu'on parle des droits télé, que les téléspectateurs, ils regardent leur club. Peut-être qu'ils regardent un Oui, match du PSG ou de l'OM une fois de temps en temps, mais si on est supporter du Havre ou de Nantes, on va suivre le Havre et Nantes. Donc il y a vraiment, on l'a vu d'ailleurs cette année, jamais le niveau des abonnements n'a été aussi élevé. C'est-à-dire c'est ça qu'il quasiment faut. tous les clubs ont un record d'abonnements. Donc ça veut dire que finalement ce championnat, il intéresse les amateurs de football. Il a une valeur sur le marché qui n'a pas été celle que tout le monde espérait, et ça crée évidemment un problème. Le véritable problème étant le décalage brutal entre ce qui était attendu et ce qui était obtenu. Donc il faut s'adapter, il faut un temps d'adaptation, d'adapter ses charges aux recettes qui sont inférieures. Il faut se poser véritablement la question de comment bâtir un modèle économique dans le temps qui permette à un opérateur, y compris si c'est la Ligue d'ailleurs, dans le temps durablement de faire rentrer des abonnés à un tarif acceptable, de les fidéliser et sur du long terme de pouvoir rentabiliser un investissement. Et à ce moment-là, les clubs seront plus riches et les stars reviendront. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, Bien sûr. à mon avis. Mais là où ça coince finalement, Christophe Chenu, c'est nous, quand on paye nos abonnements, quand on enlève du Amazon, on enlève du Canal, on rajoute de temps en temps, mais là on va rajouter et du BIN pour ceux qui ne l'avaient pas encore, et du DAZN, avec en plus, on voit bien que ça commence à arriver sur les réseaux sociaux, quelques critiques même des plus grands joueurs, avec un format low cost, c'est ce qu'on lit ici à droite, avec des commentaires en cabine, il n'y a plus de plateau, il n'y a plus d'émissions autour, on perd un peu de ses paillettes quand même. Oui, non, mais tout ça est parfaitement juste. Et c'est pour ça que si vous voulez, l'un des sujets, c'est l'addition aussi des opérateurs. Parce que si on veut suivre le foot aujourd'hui, il faut avoir Canal+, il faut avoir DAZN, il faut avoir beIN. Et Oui. c'est l'addition de tout ça qui crée un budget qui est considérable. C'est pour ça que je pense qu'il y a véritablement un modèle nouveau à inventer avec un opérateur. Je ne sais pas si c'est la Ligue ou si c'est Canal ou si c'est quelqu'un Oui. d'autre prendrait l'intégralité et qui, pour un budget raisonnable dans le temps, il faut donner de la durée aussi, aurait la possibilité d'avoir suffisamment d'abonnés à un prix acceptable. Ça passe Voilà. peut-être, Christophe Chenu, par une ligue fermée aussi au niveau des clubs, dont on parle depuis longtemps. Alors ça, malheureusement, moi je suis un peu un vieux de la vieille Oui, et c'est quelque chose auquel je ne peux pas adhérer parce que la culture du sport européen, c'est celle de la méritocratie, des montées, des descentes et les ligues fermées, pour moi, c'est évidemment un peu un non-sens, même si évidemment les ligues européennes vont de plus en plus et sont déjà des ligues quasiment fermées parce qu'on voit oui. bien que tous les ans, les huitièmes de finalistes se retrouvent quasiment être les mêmes d'une année sur l'autre parce que les droits télé européens sont considérables. Nous, on l'a vu à Lille encore récemment, quand on a participé à la Ligue des Champions, on a passé la phase de poule, ça crée un appel d'air budgétaire colossal. Et donc, si tous les ans vous y retournez, vous créez un avantage différentiel qui est énorme par rapport aux autres clubs. Pour conclure, l'après-jeu, c'est bénéfique ou ça peut être contrariant pour le supporter qui souvent passait l'après-midi devant sa télévision, la soirée, même le matin devant une télévision où il ne payait pas. On va aussi vers
peut-être, voilà, de façon illégale, vers un achat de boîtiers différents. C'est inquiétant pour le monde du foot, pour conclure encore une fois, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, concrètement, quand vous dites qu'il faut dépenser plus de 100 € pour avoir des matchs de foot, on commence à se poser plein de questions. Vous venez d'adresser 2 points qui sont essentiels dans votre question. Pour moi, il y a un point essentiel qui est que le football, le sport le plus universel, le plus populaire, est aujourd'hui diffusé à quelques dizaines, centaines de milliers de personnes, alors que, évidemment, des millions de gens ont envie de le regarder. Les Jeux Olympiques ont été un excellent exemple de la popularité du sport. Évidemment, ce serait le cas pour le football dès lors qu'on est sur une chaîne gratuite. Donc, je trouve que, d'une façon générale et depuis des années, ce modèle de télévision payante, qu'il soit pour le football national ou européen, est contre-productif pour la popularité de ce sport, l'universalité de ce sport, le recrutement de nouveaux téléspectateurs chez les jeunes. Les matchs sont par ailleurs, pour moi, beaucoup trop tard pour les enfants en semaine, pour la Ligue des Champions qui vont à l'école, par exemple. C'est des choses qu'il faut, à mon sens, corriger. Et le deuxième sujet, c'est le piratage, qui est un problème qui va devenir fondamental parce que c'est extrêmement facile aujourd'hui de contourner. Et même si la loi l'interdit, même s'il y a des sanctions qui sont prévues, c'est évidemment impossible de mettre un policier derrière chaque pirate et surtout derrière chaque site de piratage qui immédiatement se recrée par des boucles Internet. Donc, on est aujourd'hui dans une double problématique qui est la sous-exposition d'un produit exceptionnel qui est le football, qu'il soit français ou international, et de l'autre côté, la capacité de pirater qui va, tout le monde va se passer le mot et malheureusement, ça va être... Donc, la situation est effectivement très complexe. Heureusement, il nous reste à tous, supporters de club. Le suspense, vous l'avez dit, ça commence très très bien le championnat avec cette première journée. Merci à vous, Christophe Chenu. Au plaisir de faire les comptes à la fin du championnat, bien sûr. Allez, à bientôt. Le rugby, avec le retour de l'Inextinso Super Sevens. Première étape hier à Mont-de-Marsan, champion de France, on s'en souvient, il y a 2 ans. Le Monaco Rugby Seven, après avoir battu Vannes, Montpellier et Toulouse, s'est incliné en demi-finale devant l'équipe de rugby à 7 du Racing Sevens, d'un tout petit point seulement, 22-21. Prochaine étape, samedi prochain à La Rochelle. C'est l'un des sports qui a connu l'un des plus grands succès aux derniers Jeux Olympiques, c'est le basket 3-3. Et hier, le Monaco International Light Quest était de retour sur le port Hercule. Le tournoi de basket, sous un seul panier, a rassemblé pas moins de 12 équipes internationales et de nombreux spectateurs qui sont venus les encourager, bien sûr. Une compétition estivale avec son lot d'enjeux, comme nous l'explique Théo Schumer. Déjà 4 éditions pour le tournoi de basket en 3-3, une compétition presque aussi populaire que son aîné en 5 contre 5, mais avec des règles un peu différentes. Contrairement au basket traditionnel, donc ça se joue sur un demi-terrain. Contrairement au basket traditionnel, c'est des possessions qui durent 12 secondes et c'est des matchs qui vont des matchs de 10 minutes ou alors 21 points. La première équipe qui a 21 gagne le match. Si à la fin du temps réglementaire, il y a égalité, il y a une prolongation et la prolongation, c'est la première équipe qui marque 2 points. Le Monaco International Light Quest rassemble professionnels et amateurs. Outre Monaco, la France était encore de la partie avec des équipes locales comme Nice ou encore Menton, mais également des équipes venues d'Italie, de Belgique et d'Espagne. Un événement avant tout convivial, mais avec un enjeu, car à la clé de ce niveau, le Light Quest, les vainqueurs se qualifient pour les compétitions professionnelles du niveau suivant, le Challenger. Alors sur des matchs de 10 minutes, la tension se fait sentir, comme ici, avec Monaco face à l'équipe de Bologne. On a perdu, clairement on pouvait les jouer tous les jours dans les yeux. Bon voilà, on a raté des petites choses faciles, moi le premier sur la fin notamment. Ça nous coûte clairement le match. On est en quart de finale parce que c'est un concours de circonstances, il y a une équipe qui a déclaré forfait, mais ça aurait été mieux de le mériter par des victoires. Donc là, être en quart avec une défaite, ça fait un goût amer, mais bon, on aura tout à jouer au moins. Le basket en 3 contre 3 gagne en popularité ces dernières années. En témoigne sa présence aux Jeux Olympiques depuis 2 éditions seulement. Tokyo en 2020, puis Paris cet été, où une médaille d'argent a d'ailleurs été remportée par l'équipe de France. Une discipline dont le succès grandissant a déjà attiré 2 fois plus de curieux que l'année passée au tournoi du Port Hercule. Parce que le public est de plus en plus intéressé pour voir ce genre de spectacle. Au départ, ils passaient, ils s'arrêtaient peut-être pas trop. Là, maintenant, ils ont vu les images, ils ont vu ce que ça permettait de faire. Ils connaissent un peu aussi les règles, parce que le basket, que ce soit 5-5 et 3-3, des fois, on a un peu de mal à suivre. Mais bon, à partir de là, je pense que ça prend toute sa place. Un succès qui en appelle d'autres. Une nouvelle édition est déjà prévue l'année prochaine. Le port, ces événements sur le quai Antoine Ier, les ports de Monaco, et cette fois, la vie de tous les jours, avec en cette période estivale, toujours très animée, les mouvements de bateaux, de yachts qui se succèdent devant la principauté à l'intérieur des ports. Alors, gros plan ce soir sur les agents de la Société d'exploitation des ports de Monaco qui veillent en continu sur le trafic maritime. Reportage de Sylvain Péroumal et Fabien Bonilla.
La SEPM a été créée en 2002 et a démarré son activité en 2006. C'est une société anonyme monégasque détenue à 100% par l'État. Elle a pour objectif de gérer les 2 ports de la principauté d'un point de vue technique et commercial. Sur 12 mois consécutifs, il y a 2 périodes bien distinctes. Il y a une période dite d'hivernage qui commence au 1er octobre et qui se termine au 30 avril, donc c'est 7 mois. Et puis après, à partir du début mai jusqu'à fin septembre, c'est la grosse activité dite de passage de la société. L'été, en moyenne, on a à peu près 55 mouvements par jour, rien que pour le port Hercule. Entre les entrées et les sorties, il y a 55 mouvements de navires d'assez grande taille. Depuis 2006, le chiffre d'affaires de la société s'est beaucoup développé. Pour la dernière année dont les comptes sont clos, c'est-à-dire 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 millions. Et on a généré une redevance pour l'État d'à peu près 14,5 millions. 46 salariés permanents travaillent à la Société d'exploitation des ports de Monaco, plus une dizaine d'intérimaires pour étoffer l'effectif l'été. Au sein de la SEPM, il y a des maîtres de port en polo blanc, des agents portuaires en polo rouge sur les semi-rigides pour aider par exemple à l'amarrage, et du personnel technique en polo bleu comme des électriciens. Notre rôle principalement, c'est tout ce qui est amarrage des bateaux, amarrage, largage, tout ce qui a un rapport avec le port. Tout bateau, que ce soit les locaux, les gros yachts comme cela, même les croisières aussi. Voilà. C'est du boulot. C'est du boulot, ouais. En pleine saison, c'est du sport même. Ouais. Mais c'est agréable, c'est un bel environnement, un bel endroit. City Summer de Port de Monaco, j'écoute. Bonjour, juste pour vous confirmer notre arrivée d'ici 1 heure. 1 heure à l'arrivée, c'est tout bien pris. Le poste de contrôle opérationnel gère le flux constant des va-et-vient des bateaux, petits et grands. Et parmi tous les yachts qui rentrent dans le port Hercule, pour ceux qui dépassent 80 mètres, comme le CC Summer, un pilote de la direction des affaires maritimes est amené par des agents de la SEPM. Il doit monter à son bord. Le pilote donc embarque pour conseiller le commandant dans la manœuvre. Le commandant reste responsable de son navire et le pilote connaît le port et le mélange des deux fait qu'en principe la manœuvre se termine en bonnes conditions et non pas brutalement contre un quai ou contre un autre bateau. Après être escorté, le yacht pénètre dans le port Hercule. Pendant ce temps, les agents portuaires vérifient que l'on entre ou que l'on ne sorte pas au même moment. Des plongeurs sont sur place si besoin pour l'ancre ou les amarres. La manœuvre est délicate. Pour nous, c'est impressionnant, mais les agents sont rodés à ce type d'exercice. C'est leur quotidien. Ils font ça tout au long de l'année. Et tout au long de ce mois d'août, nous vous emmenons à la découverte d'activités estivales. Hier soir, à la Trinité avait lieu une soirée sur la thématique des contes concernant les étoiles sur le site de l'Astrorama au Fort de la Revère. Un événement spécialement concocté pour les enfants. Théo Schumer et Thomas Deus étaient sur place. Le rendez-vous s'appelait Cap sur les étoiles, une soirée autour des contes et surtout de l'observation des astres au télescope. Mais faute d'étoiles disponibles, dissimulées sous les nuages, les enfants ont pu au moins en discuter avec les passionnés d'astronomie de l'association Parsec à la tête de l'Astrorama depuis 38 ans. On est sur une soirée qu'on appelle le spectacle aux étoiles ce soir, où on propose en première partie de soirée des animations de médiation scientifique, de vulgarisation autour de l'astronomie. On organise ces soirées tous les soirs de l'été sauf le dimanche lundi et tous les samedis soirs du reste de l'année. Alors pas forcément un spectacle aux étoiles, on organise des soirées de 4 heures avec de l'animation, du planétarium et des observations encore une fois au télescope et à l'œil nu. La deuxième partie de soirée était consacrée à 2 contes, mais pas sous forme de lecture. Cette fois, ils étaient interprétés, et ce, bien sûr, toujours sur le thème de l'astronomie. Le premier conte s'appelle, donc c'est l'invention de la nuit. Alors là, je suis partie d'un conte qui vient plutôt d'Amérique du Sud. Et le principe, c'est qu'au début, la nuit n'existait pas. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé pour que cette nuit arrive jusque chez nous. Voilà. Donc ça, c'est le premier conte. Et ensuite, le deuxième conte, les étoiles disparaissent. Là, je suis partie d'une histoire de Maurice Carême dans la trame. Et ensuite, j'ai réécrit. Parce qu'en fait, je prends les trames des contes, mais je réécris ensuite à ma façon l'histoire. Il y a de l'interaction dans la parole conteuse. En général, c'est comme ça que ça se passe. On est vraiment en lien avec le public. C'est un rapport assez simple. Voilà, on le fait participer à certains moments, à d'autres moments, non. Enfin voilà, c'est au fil de la narration, quoi. Et l'interaction a bien fonctionné, juste ce qu'il fallait pour oublier que les étoiles avaient disparu du ciel ce soir-là. Mais aucun regret à avoir, si le besoin d'évasion se faisait sentir, il serait toujours possible de s'aventurer dans le planétarium du Fort de la Revère, où des milliers de constellations sont à disposition, aussi enivrantes que les vraies.
terminé cette fois la lecture sous les étoiles de l'Astrorama. Théo Schumer, on va désormais s'attarder avec vous sur la météo de ces prochaines heures au-dessus de notre planète Terre et plus particulièrement ici, chez nous, en Principauté. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Malgré un dimanche très mitigé en Principauté, il va falloir attendre encore un peu pour retrouver complètement le soleil. Demain, vous allez vous réveiller avec des éclaircies, c'est déjà ça, mais avec un voile nuageux qui va s'épaissir dès le début de l'après-midi et le reste de la journée. C'est seulement mardi que l'on devrait retrouver un ciel plutôt dégagé. Pour ce qui est des températures, elles restent élevées, rien d'anormal avec 21 degrés en matinée jusqu'à 28 l'après-midi. Et puis si vous comptez passer la journée à la plage, les conditions restent idéales. Vous aurez une eau également à 28 degrés. Demain, vous penserez à souhaiter une bonne fête aux Eudes. Et comme le veut la tradition dominicale, retour dans le rétro sur notre actualité au fil du temps, en ce long week-end d'août et ce au gré des années en Principauté. C'est le flashback de la semaine. Demain, 19h, vous retrouverez Julia Vial pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.